Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Cette semaine, la proposition de loi contre la haine en ligne faisait son retour au Palais du Luxembourg. Vous le savez, c'est le texte porté par Laetitia Avia, une députée LREM. Les deux chambres du Parlement ne sont pas d'accord sur ce texte. Les sénateurs refusent la mesure phare de la proposition de loi, c'est-à-dire la création d'un délit de non-retrait des contenus haineux en 24 heures. Et cette semaine, les sénateurs ils ont réaffirmé leur désaccord avec les députés au titre, je cite, de la défense de la liberté d'expression. Je vous propose de revivre cette séance préparée aujourd'hui par Alice Bardot. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Nous sommes réunis une nouvelle fois pour examiner cette proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, un texte dont l'urgente nécessité est chaque jour un peu plus confirmée. Cette urgence, nous la connaissons tous, nous en avons déjà discuté. L'impunité de ceux qui bafouent chaque jour nos lois en ligne est devenue inacceptable. Cette exigence est impérative, j'oserais même dire vitale pour les démocraties. Car chaque nouvel épisode, dernièrement Noisiel ou encore Mila, est un coup de canif dans la crédibilité de la puissance publique en sa fonction première, celle de faire respecter la loi. À cette fin, il nous faut bien sûr mettre à jour notre fonctionnement institutionnel, peut-être même notre cadre réglementaire, pour faire en sorte que la loi soit effectivement appliquée. Cette application effective, c'est bien le sens de cette loi, et notamment du fameux article 1er dont nous débattons depuis plusieurs mois, puisque, je le rappelle, l'obligation non prompt retrait existe depuis des années à l'article 6 de la LCEN, et que la responsabilité pénale des acteurs peut déjà être engagée au titre de ce même article. Là où le bât blesse, c'est précisément que ce retrait n'est pas mis en œuvre, ou alors à des conditions à la main des réseaux sociaux, ce dont la puissance publique ne peut se contenter. Dans ce contexte, que propose le présent texte ? Il rend effective cette obligation, notamment par la création d'un délit autonome, complété par un dispositif de régulation et de supervision absolument inédit, confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui doit permettre de créer des règles et de la transparence, là où il règne aujourd'hui la plus grande opacité. Il est temps de demander à ces réseaux sociaux des comptes sur la manière dont ils décident de retirer ou non les contenus mis en ligne par nos concitoyens. Il est temps de leur imposer des exigences à la hauteur du rôle et de l'emprise dont ils disposent aujourd'hui de facto sur nos démocraties et face auxquelles le statu quo n'est pas tenable. Il s'agit, je tiens à le souligner, d'une initiative qui n'a pas encore d'équivalent, puisque, à la différence de la loi adoptée en Allemagne, il repose sur un véritable dispositif de supervision par une autorité administrative indépendante qui doit permettre d'assurer un dialogue étroit avec les acteurs concernés, de décliner de manière opérationnelle cette loi et d'en assurer l'application efficace. Mais ce texte ne s'en remet pas à la seule régulation des réseaux sociaux pour faire appliquer nos lois. En parallèle de ces nouvelles règles, c'est notre arsenal judiciaire qui sera progressivement modernisé, avec la spécialisation d'un parquet sur les infractions commises en ligne et le déploiement progressif de dispositifs de plainte en ligne. Cette mise à niveau est absolument cruciale pour agir efficacement contre l'impunité qui prévaut actuellement en ligne, et le gouvernement est pleinement mobilisé pour y parvenir. Je ne m'explique pas, ou peut-être me l'expliquais-je trop bien, comment une écriture de compromis n'a pu être trouvée entre les deux assemblées, sur un sujet où le consensus était à portée de main, et au vu de la gravité de l'enjeu et du travail approfondi qui avait été mené en préparation de ce texte. Je veux d'ailleurs saluer le travail du rapporteur Frassa, qui a su, à son niveau, travailler positivement avec le gouvernement. Mais, puisque nous sommes en nouvelle lecture, et puisque chacun de nous connaît donc déjà les tenants et les aboutissants du débat, vous me permettrez d'en venir directement à ce qui fait débat entre nous, à tout le moins entre le gouvernement et la majorité sénatoriale. Disons-le très clairement, la question de l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des populations est une question essentielle. À cet égard, nous comprenons parfaitement que le sujet ait été un point sensible pour nombre des parties prenantes au débat. La question de la liberté, qui sous la pression de la demande de sécurité de nos populations peut, dans nos sociétés, être parfois trop vite dépassée, est une pierre cardinale de la démocratie. Le gouvernement et la députée Laetitia Avia, à l'origine de cette proposition de loi, ont été à l'écoute de ces questions et des remarques conséquentes. C'est notamment pour cette raison que le texte a largement évolué depuis sa première version, après son passage au Conseil d'État, en première lecture à l'Assemblée nationale, mais aussi en première lecture au Sénat, dont nombre des ajouts ont été conservés par l'Assemblée en nouvelle lecture. La majorité sénatoriale, malgré toutes ces avancées, a choisi de faire échouer les discussions en commission mixte paritaire, sans chercher du reste à rentrer réellement dans le débat. Pourquoi ?
Parce que celui-ci représenterait une police de la pensée et de l'expression, pour reprendre un terme utilisé ici par la présidente Morin-Desailly. Ce sont des paroles fortes et de beaux ou de bons mots, mais qui s'accommodent assez mal de la réalité des faits. D'abord, parce qu'il s'agit, dès lors que nous cherchons une ligne de crête, de s'intéresser, au-delà des mots, aux détails des nombreuses modifications apportées, notamment à l'article 1. Les compléments apportés, notamment ceux concernant la notion d'intentionnalité ou encore la suppression de la peine de prison, renforcent cette certitude, notre certitude. L'article 1, encore plus dans sa dernière version, ne conduira pas à de surretraits massifs de la part des plateformes du fait de la loi. Ces phénomènes ont pu être observés récemment, alors même que la loi n'est pas en vigueur, c'est vrai. Je pense notamment au retrait de certaines œuvres culturelles. Ils relèvent, à chaque fois, d'une application rigoureuse des conditions générales d'utilisation des plateformes concernées, et pas de la loi. Le texte qui vous a été transmis en nouvelle lecture est en conséquence un texte équilibré, qui a aussi été adapté et mieux calibré pour répondre aux préoccupations de la Commission européenne, tout en restant ambitieux. C'est un texte qui permet de concilier la défense des libertés publiques, et notamment de la liberté d'expression, tout en faisant respecter la loi en ligne. Et rien que la loi. C'est une proposition de loi qui permet à la France de se positionner en pionnière dans cette urgence quasi vitale de la régulation de la haine en ligne. C'est l'ensemble de ces garanties, du reste, qui ont poussé la quasi-totalité des députés à voter cette proposition de loi, notamment le groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale, que je veux ici remercier au nom du gouvernement pour son sens des responsabilités. Mais ce n'est pas le seul point qui ne lasse pas de m'étonner dans les positions de la majorité sénatoriale. Je pense, par exemple, à cet amour subi pour la personne du juge et au rôle de la justice dans l'équilibre de la décision publique, qui ne m'a pas entièrement frappé lors des débats sur la loi anti-casseurs ou dans les propos de la même majorité relative au traitement des fichiers S. Cette hémiplégie est assez baroque. On peut comprendre que cette majorité refuse de donner ce qu'elle voit comme une victoire politique au gouvernement. À tout le moins, peut-être ne peut-on pas le comprendre, mais l'expliquer. Mais qu'elle se présente comme le héros des libertés publiques, c'est plus discutable. C'est d'autant plus incohérent s'agissant du texte qui nous intéresse que cette même majorité a choisi, à l'initiative du président Retailleau, de réintroduire une mesure relative au durcissement des suppressions de comptes par les plateformes. Nous en revenons donc à ce principe, vraisemblablement, la suppression des messages racistes, antisémites, homophobes ou des menaces de mort, c'est non. C'est trop attentatoire à la liberté d'expression. La suppression des comptes de ceux qui s'expriment en ligne serait, à l'inverse, selon cette majorité, une mesure justement proportionnée. J'avoue, enfin, avoir été particulièrement surpris par les déclarations de certains sénateurs Les Républicains, au premier rang desquels le président Larcher, suite à la malheureuse affaire qui a touché le candidat La République En Marche à la mairie de Paris. Je veux, du reste, le citer ici dans le texte, ou plutôt dans le Twitter, monsieur le rapporteur, puisqu'il me semble, en l'occurrence, et nous allons le voir, que cela a totalement à voir. Je le cite. « Il est grand temps de réguler les torrents de boue qui se déversent sur les réseaux sociaux. La liberté d'expression doit s'arrêter. S'arrêter. Aux frontières de la vie privée que chaque citoyen est en droit d'exiger. Il semble donc que l'équilibre évoqué lors des débats soit à géométrie variable, précisément car la dernière phrase du président Larcher, prononcée le 14 février, va entièrement à l'encontre de ce que la majorité sénatoriale a défendu longuement dans cet hémicycle à peine un mois plus tôt. J'ajoute qu'il m'apparaît comme une bien mauvaise bataille que de lancer l'offensive de manière circonstancielle, à un moment où la classe politique se sentirait menacée. Ce qui doit nous presser, c'est l'affaire Noisiel, c'est l'affaire Mila, c'est l'explosion du cyberharcèlement ou de la haine en ligne, ce n'est pas l'affaire Griveaux. Affaire dans laquelle, du reste, la fin de l'anonymat n'aurait rien résolu ni rien empêché. Ce dont a besoin notre société, ce n'est ni de plus de voyeurisme, ni de plus d'inquisition. Probablement, du reste, gagnerait-elle à retourner à un peu plus d'oubli et de mansuétude. Non. Ce dont elle a besoin, c'est de sanctionner effectivement les actes illégaux et de protéger les victimes dans l'urgence. Ce sont précisément les bases posées par cette proposition de loi. Alors même que, dans d'autres domaines qui me semblent moins vitaux au sens propre du terme, vous ne cessez d'en appeler à des actions audacieuses, à une régulation forte. Vous semblez, en la matière, vous satisfaire d'une forme de statu quo, plutôt que de soutenir ce premier pas législatif. Je m'arrêterai là, s'agissant donc d'une opposition qui me semble plus politique que principielle. Dans ces conditions, nous assumons parfaitement d'être en total désaccord avec la majorité de cette Assemblée sur l'article 1er de ce texte. Assumons clairement que notre ambition diffère. Je veux le dire ici très instamment. Il y a urgence. Il nous faut passer des mots aux actes. Je veux le dire ici avec la plus grande détermination qui soit, et je souhaite que ce message soit entendu bien au-delà de cette enceinte. Nous ne laisserons pas des vies être détruites, des jeunes filles ou des jeunes garçons être humiliés,
insultés à raison de leur genre, de leur origine ethnique, nous l'avons encore vu avec nos compatriotes d'origine asiatique en cette période de coronavirus, ou simplement parce qu'ils s'expriment librement, sans concevoir une réponse forte et dissuasive à l'encontre de celles et ceux qui impunément les menacent. Tenir des propos haineux et illicites en ligne ne relève pas de la liberté d'expression, c'est un délit qui doit être sanctionné. Il nous faut d'ailleurs, me semble-t-il, appréhender par ailleurs le texte que nous examinons aujourd'hui dans un contexte plus large et en saisir toute la portée. Comment ne pas voir la menace qui plane sur nos institutions démocratiques elles-mêmes ? S'il y a un élément au regard duquel les événements survenus dans le cadre de l'élection municipale parisienne doivent collectivement nous interpeller, c'est bien la nécessité que nos outils et nos lois s'adaptent enfin à l'heure du numérique. Bien sûr, cette PPL n'aurait rien empêché à l'épisode en question. Mais il est urgent que l'État montre et démontre qu'il est capable de protéger efficacement ses citoyens en ligne comme en ligne, et de manière efficace. Il y a, en la matière, une continuité dans l'action de ce gouvernement. Je pense notamment à l'introduction de la plainte en ligne qui sera expérimentée dès cette année, à la spécialisation d'un parquet en matière numérique qui permettra de mieux combattre les abus en ligne et de gérer plus efficacement les échanges avec les réseaux sociaux, et enfin à la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui pour enfin lutter contre les contenus haineux sur Internet. C'est dans ce même souci d'efficacité que la France se bat pour que soit mis en place au niveau européen un véritable cadre de supervision des réseaux sociaux en matière de contenus dangereux. Comme le président Larcher, qui a eu en la matière des mots justes, je vous propose de mettre un coup d'arrêt aux torrents de boue qui n'ont rien de virtuel et qui, détruisant des réputations et vies quotidiennement, finissent par salir notre démocratie dans son ensemble. La puissance publique ne doit pas avoir la main qui tremble au moment de prévoir des sanctions sévères à l'encontre des plateformes et des réseaux qui ne se mettront pas à niveau pour protéger nos concitoyens. Parce que ce qui est ici en jeu, ce n'est pas seulement notre vie en ligne. Ce qui est en jeu, c'est le respect de la dignité des personnes, le respect de l'État, le respect de la loi, de tout ce qui fait tenir notre société. Ce qui est en jeu ici, c'est le début d'une forme de reconquête républicaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à notre collègue Christophe-André Frassa, rapporteur de la Commission des lois, pour 10 minutes. Vous allez me monter. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Sénat est saisi en nouvelle lecture de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Le Sénat a abordé son examen en première lecture dans un esprit ouvert et constructif. Nous partageons tous, Monsieur le Ministre, l'objectif poursuivi par ce texte et de nombreuses améliorations ont été adoptées en commission et en séance grâce aux amendements émanant de la quasi-totalité des groupes politiques de notre Assemblée. Examiné, hélas, selon la procédure accélérée, ce texte n'a fait l'objet que d'une seule lecture par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat avant la réunion d'une commission mixte paritaire. Nous n'avions pas eu d'étude d'impact, nous n'avons pas eu non plus de vraie navette. Encore une fois, je l'ai dit et je le redis, je regrette vivement cette précipitation. Elle a desservi le rapprochement des positions et elle ne semble sérieusement justifiée par aucune contrainte de calendrier. La réflexion sur ce texte a été entamée il y a plus de 2 ans et son inscription en séance au Sénat a été repoussée à chaque lecture de plusieurs semaines, temps qui aurait justement pu être mis à profit pour mener à bien une navette normale. Bref, malgré un travail constructif entre rapporteurs, et là aussi je tiens à souligner l'excellence des discussions et du dialogue que nous avons pu avoir, Madame Laetitia Avia et moi, cette commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait élaborer un texte en commun. La principale divergence, vous l'avez souligné, avec les députés restait la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour l'article 1er, la création d'un nouveau délit. Ce n'est pas une chose mince. Et ce, en dépit d'un large consensus sur tout le reste, sur la régulation des plateformes et sur le renforcement de la prévention et des outils judiciaires contre les auteurs de haine en ligne. Preuve d'une large convergence de vues entre les deux chambres, l'Assemblée nationale a conservé de nombreux apports du Sénat lors de la nouvelle lecture. Cela, je m'en réjouis. La position du Sénat n'a jamais été de bloquer ce texte ou de le détricoter, mais bien de le renforcer et de le sauver des risques d'inconstitutionnalité. Grâce à nous, les modalités générales de notification des contenus illicites aux hébergeurs ont été précisées afin d'être rendues plus aisées
pour les internautes tout en restant pleinement respectueuse du droit européen. Les principaux apports du Sénat pour sécuriser juridiquement la régulation des grandes plateformes ont aussi été conservés. Nous avons ainsi précisé les nouvelles obligations de moyens strictement proportionnées à l'objectif de préservation de la dignité humaine en interdisant toute obligation de surveillance générale des réseaux. Nous avons aussi renforcé les pouvoirs de contrôle, accès aux algorithmes et de sanctions du CSA, publicité des décisions, quantum des peines et des amendes administratives. Consensuel entre nos deux chambres, les dispositions relatives à l'éducation et à la prévention de la haine en ligne et celles destinées à renforcer l'efficacité des sanctions judiciaires des auteurs de contenus illicites. Spécialisation du parquet, injonctions n'ont fait l'objet que de corrections formelles. Enfin, des ajouts introduits au Sénat et destinés à s'attaquer à des sujets laissés de côté par le texte initial ont été conservés ou confortés. Lutte contre le financement des sites haineux et lutte contre la viralité en encourageant les plateformes à limiter les fonctionnalités de partage et l'exposition du public au contenu signalé. Notre principale divergence reste donc toujours l'article 1er. L'Assemblée nationale a rétabli la création d'un nouveau délit sanctionnant les plateformes qui ne retireraient pas un contenu haineux 24 heures après sa notification. Mais preuve du caractère inabouti de leur réflexion, les députés ont modifié, et ce pour la 4e fois, la définition d'un contenu haineux. Les députés ont conservé l'ajout du négationnisme proposé par le Sénat, mais ils ont exclu les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme, qu'ils avaient pourtant introduites eux-mêmes en première lecture. De manière plus surprenante, ils ont exclu l'exposition des mineurs à des messages violents incitant au terrorisme ou à des jeux dangereux, tout en conservant l'exposition des mineurs à des messages pornographiques. Où est la cohérence ? La commission des lois a supprimé ce dispositif pénal, probablement contraire au droit européen et déséquilibré au détriment de la liberté d'expression. Il incitera immanquablement les plateformes à censurer par prudence des contenus pourtant licites. Le Sénat n'est pas le seul à alerter sur les inévitables effets pervers de cette disposition. De très nombreux acteurs de la société civile en demandent la suppression. La Commission consultative des droits de l'homme, le Conseil national du numérique, l'Ordre des avocats, le rapporteur spécial de l'ONU et même l'inter-LGBT, tous nous ont fait part de leurs inquiétudes. Et les entreprises du numérique ne sont pas en reste. Non seulement les géants américains, qui sont farouchement contre, on pouvait s'y attendre, mais aussi nos propres champions du numérique français. Cela devrait, monsieur le secrétaire d'État chargé du numérique, vous alerter. Hier encore, dans une tribune, le moteur de recherche Qwant exhortait le législateur à renoncer à l'obligation pénale de retrait en 24 heures et pointer son risque d'inconstitutionnalité. Alors qu'en Allemagne, en décembre dernier, le ministre fédéral de la Justice a annoncé vouloir réviser la loi sur les réseaux sociaux, NetzDG pour les intimes, pour lutter contre la multiplication des retraits abusifs de contenus pourtant licites. Devons-nous vraiment faire la même erreur ? C'est toute la question sur cet article 1er. Je veux le souligner avec force, le Sénat ne s'est évidemment pas résolu à l'inaction face aux grandes plateformes, mais nous privilégions les solutions efficaces et surtout applicables, celles qui conservent toute leur place à la puissance publique, par le biais de la régulation du CSA, plutôt que des innovations incertaines déléguant toujours plus de pouvoir aux géants américains du numérique. Ce n'est pas à eux d'exercer la police de la liberté d'expression. La Commission des lois a donc réaffirmé que le délai de 24 heures pour le retrait d'un contenu manifestement haineux devra être un objectif à atteindre pour les grandes plateformes, consacrant ainsi une obligation juridique de moyens. Pour s'en assurer, le régulateur se voit d'ailleurs confier de solides pouvoirs de contrôle, passant au besoin par la communication des algorithmes utilisés, et de sanctions, l'amende administrative pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel. Avec la version du Sénat, les réseaux sociaux devront donc bien rendre des comptes à leurs utilisateurs et prouver qu'ils consacrent suffisamment de ressources humaines et techniques pour pouvoir remplir cet objectif. Enfin, la Commission des lois a rétabli plusieurs dispositions supprimées par l'Assemblée nationale et qui permettent pourtant de s'attaquer au ressort profond de la diffusion de la haine en ligne. Il s'agit d'abord de la possibilité d'introduire une certaine souplesse dans le champ de la régulation du CSA afin de lui permettre de contrôler et d'imposer des obligations aux sites qui, sans répondre aux critères de fort trafic, accentuent fortement la viralité des contenus. La Commission des lois a également maintenu
la mission du CSA d'encourager la lutte contre les faux comptes qui, sur les réseaux sociaux, ne sont dédiés qu'à la seule propagation de contenus haineux illicites, les fameuses fermes à trolls. Enfin, a été à réaffirmer la mission du CSA en faveur de l'interopérabilité des grandes plateformes afin de fluidifier le passage des utilisateurs de l'une à l'autre pour qu'ils puissent réellement choisir celles ayant les politiques de modération des contenus qui leur conviennent le mieux. Mes chers collègues, une nouvelle fois, la commission des lois a tenté de tenir une délicate ligne de crête. D'une part, la protection des victimes de haine et d'autre part, la protection de la liberté d'expression telle qu'elle est pratiquée dans notre pays. Il ne faut sacrifier ni l'une ni l'autre. La commission des lois vous invite donc à adopter la proposition de loi ainsi modifiée. Je vous remercie. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Avant l'article 1er, je suis saisi de l'amendement numéro 8. Monsieur Durin. Merci, Monsieur le Président. Nous avions déjà déposé cet amendement en première lecture. Il tend à préciser que la proposition de loi dont nous débattons, et principalement le dispositif de son article 1er, ne s'appliquera pas à la presse, dont le régime juridique des publications est fixé par la loi du 29 juillet 1881, étendue aux publications audiovisuelles et en ligne. Une véritable ambiguïté subsiste sur le champ d'application du texte dont nous débattons, et nous préférons qu'elle soit expressément levée au terme de la loi. Il serait invraisemblable que la responsabilité juridique des éditeurs de presse, voire des journalistes, puisse éventuellement être retenue sur la base des dispositions applicables aux opérateurs de plateforme et qu'ils soient tenus à de nouvelles obligations et passibles de nouveaux types de sanctions. Je rappelle que la responsabilité juridique des éditeurs de presse quant au contenu qu'ils publient est déjà engagée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans ses articles 23, 24 et 24 bis, soumet à sanction les cas de publication de propos injurieux, diffamatoires, d'incitation à la haine ou à la discrimination de toutes sortes. Les textes d'application de la loi Hadopi du 12 juin 2009 ont en outre prévu l'obligation pour un service de presse en ligne de préciser, lors de son agrémentation, certaines mentions permettant l'identification d'un directeur de publication pénalement responsable. Enfin, les éditeurs de presse en ligne sont déjà responsables de la modération des commentaires en ligne. Les lois restreignant actuellement la liberté d'expression et celle de la presse, liberté pourtant érigée en principe à valeur constitutionnelle, sont dans l'air du temps. Nous avons déjà alerté, il y a un an, lors des débats préalables à son adoption, sur les dommages collatéraux pour la presse que pourraient contenir les dispositions de la loi du 22 décembre 2018 contre la manipulation de l'information. Les conditions de la presse sont de plus en plus précaires et difficiles, tant financièrement parlant qu'en termes de conditions de travail ou encore sur le plan déontologique. La période est à la censure accrue qui menace d'induire une autocensure. N'aggravons pas les conditions d'exercice des journalistes ni celle des éditeurs de presse. La liberté d'expression et celle de la presse constituent l'un des principaux fondements de la démocratie. Aussi, je vous demande de bien vouloir adopter notre amendement qui garantira à la presse de continuer d'informer dans un régime de responsabilité ad hoc, respectueux de la liberté. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Nous reprenons un débat sur un sujet qui pourtant était clair, et ce, grâce à la confusion dans laquelle nous a jeté le garde des Sceaux lors de la première lecture, par sa confusion, son embrouillamini, son incapacité à rendre clair quelque chose qu'il était pourtant. Alors, nous y revenons. L'amendement présenté par M. Durin a pour objet d'exclure la presse du champ d'application de la présente proposition de loi. Nous avions évoqué ce sujet en première lecture et nous nous souvenons tous que la réponse du garde des Sceaux nous avait plongés dans une certaine perplexité, pour dire le moins. Il s'agit manifestement, et c'est comme ça que je l'entends, M. Durin, d'un amendement d'appel qui devrait, cette fois-ci, puisque le garde des Sceaux n'est pas là, fort heureusement, donner au gouvernement l'occasion de corriger le tir et de rassurer les éditeurs de presse en ligne, puisque, pour ma part, j'ai donné une explication qui avait satisfait tout le monde jusqu'à ce que le garde des Sceaux prenne la parole. Sur le fond, et je reprends mon rôle de rapporteur, la réponse n'a toujours pas changé. Cet amendement n'est, à mon sens, pas réellement utile et il n'est juridiquement pas opérant. Et je vais m'en expliquer. Peut-être pour la dernière fois, je l'espère. D'abord,
N'oublions pas que le régime de responsabilité des éditeurs n'est absolument pas modifié par la présente proposition de loi. Le présent texte ne concernera que les hébergeurs et uniquement les plus grands d'entre eux, ceux qui dépassent un seuil de connexion. Les contenus publiés en ligne par les entreprises de presse qui ont juridiquement le statut d'éditeur ne sont donc pas concernés par ce texte. Leur exclusion me semble donc inutile. Du reste, la rédaction de l'amendement ne me semble pas juridiquement opérante pour 2 raisons. La LCEN n'utilise pas la notion de presse à proprement parler, mais les termes plus précis d'éditeur et d'hébergeur définis par la loi et surtout la jurisprudence. L'exclusion générale proposée par le présent amendement se fonde sur la finalité économique de l'activité poursuivie, la presse, et non sur la nature technique de la prestation hébergeur-éditeur. Cela poserait, je pense, probablement des problèmes d'égalité devant la loi. Enfin, il peut arriver que des entreprises de presse soient aussi responsables comme hébergeurs pour une partie accessoire de leur activité, s'ils ont des forums de lecteurs ou s'ils ouvrent des zones de commentaires en ligne. On ne peut donc pas les exclure de façon aussi générale de l'application de la loi. Dans ces conditions, Monsieur Durin, je vous demanderai le retrait ou sinon un avis défavorable de la Commission en attendant enfin des explications claires du Gouvernement. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du Gouvernement ? Oui, Monsieur le Président, je crois que nous touchons là à un sujet très important et il y a effectivement eu une petite confusion lors de la première lecture qui n'a pas lieu d'être en l'espèce. Et sur ce sujet, je me rangerai évidemment à l'avis du rapporteur en le disant dans des mots extrêmement simples. S'agissant de la licéité ou de l'illicéité des contenus journalistiques issus d'organes de presse, cette loi ne vient absolument rien modifier. En l'espèce, votre amendement est donc superfétatoire. Par ailleurs, petit sujet de consistance qu'a évoqué le rapporteur. Je le répète, les contenus de presse, en tout cas s'agissant de leur licéité ou de leur illicéité et donc de la nécessité de retrait, ne sont pas concernés par cette loi. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Ouzoulian, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je trouve que le débat est intéressant et ça me permettrait de répondre aussi à Monsieur Maluret sur la loi sur la presse et celle de 1880. Parce que si j'ai bien compris son propos, il nous suggérait finalement de faire appliquer la loi sur la presse, donc la loi de 1881, à l'Internet et aux hébergeurs, en considérant que finalement, ça serait une solution pour qu'ils trouvent un équilibre entre la liberté d'expression et le droit que leur impose la loi sur la presse de ne pas diffuser des éléments diffamatoires. Sur le fond, ce qui est en jeu, c'est aujourd'hui le réel statut des plateformes. Est-ce qu'il s'agit encore d'hébergeurs, c'est-à-dire de plateformes neutres qui mettent en relation un contenu et des lecteurs, en ce moment plutôt des voyeurs. Nous savons tous et toutes que ces plateformes ne sont absolument plus dans cette situation de neutralité et que par le biais d'algorithmes, de dispositions automatiques fort complexes dont nous ignorons tout, elles donnent parfois une diffusion nettement supérieure à des propos qui renforcent leur économie parce que ça suscite un flux. Donc je pense que, Monsieur le Ministre, il y aurait quelque chose d'essentiel à faire pour votre gouvernement, c'est dans un premier temps de vérifier si les plateformes obéissent toujours à ce qui est défini par les textes européens, c'est-à-dire la neutralité de l'hébergeur. Je ne le pense plus du tout. Merci. Monsieur Durin, pour explication de vote. Oui, je maintiendrai cet amendement. Une réflexion incidente, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand le gouvernement, par la voix de ministres successifs au banc, s'exprime d'une seule voix avec un même avis. On l'a encore observé hier sur un autre texte et sur un sujet qui me concernait tout particulièrement, c'était l'atterrissage intempestif d'aéronefs sur le Mont Blanc. Ça avait été soutenu il y a quelques semaines par Emmanuel Vargon au banc et hier la garde des Sceaux a trouvé que l'idée n'était pas bonne. Donc la cohérence gouvernementale est toujours utile, mais peut-être que pour le gouvernement
gouvernement lui-même, les textes arrivent trop vite sur les bancs de cette assemblée. Merci, chers collègues. Je vais mettre aux voix l'amendement 8. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. À l'article 1er, M. François Bonhomme demande la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cet article 1 est l'article essentiel et présente, je trouve, en lui-même une fragilité intrinsèque qu'a parfaitement analysé notre président de commission Philippe Bas ainsi que Muriel Jourda. Mais vous avez dit dans votre propos liminaire que Mila, je cite, était un coup de canif. Alors je dois dire, ce n'est pas un coup de canif, c'est un coup de poignard, Monsieur le Ministre, parce que je rappelle que Mila, après avoir été conduit vertement par un internaute qui l'a dragué, a vu en quelques heures sa vie bouleversée et peut-être durablement ruinée. Mila, ses propos étaient peut-être déplacés d'ailleurs, puisqu'elle avait des propos sur la religion, même sur les religions qu'elle disait détester, et elle a été l'objet d'un déferlement de haine sans doute sans précédent. Ces propos peuvent être jugés par chacun comme déplacés, certes, et pourtant, c'était son droit d'expression. Sauf, Monsieur le Ministre, à rétablir le délit de blasphème. Or, le 15 janvier dernier, lors des vœux à la presse, Monsieur le Président de la République a indiqué, je cite, « En France, la liberté de blasphème est protégée ». Et il ajoutait « Nous ne nous lasserons jamais de défendre la liberté d'expression dans toute sa plénitude ». Et pourtant, la lapidation numérique dont Mila a été l'objet résume notre défaite et j'ajoute votre ambiguïté, Monsieur le Ministre. Ambiguïté de l'État, en dépit des rodomontades et des déclarations parfois martiales, de lutter contre la haine sur Internet. Au passage, Madame Schiappa, généralement prompte à réagir au quart de tour, a mis plusieurs jours à réagir pour demander la protection d'une jeune fille, poursuivie par cette némésis électronique. Les néo-féministes patentés de leur côté étaient plutôt aux champignons. Et surtout, Monsieur le Ministre, le parquet de Vienne décida d'ouvrir 2 enquêtes. 2. L'une pour les menaces de mort à l'égard de Mila et l'autre pour déterminer si les propos de l'adolescente relevaient éventuellement de la provocation à la haine raciale. Alors même, je le rappelle, qu'aucune plainte n'avait été déposée. Et c'est là, Monsieur le Ministre, qu'on ne choisit pas. En ne voulant pas choisir et en entretenant la confusion, eh bien vous avez renvoyé l'auteur des menaces de mort et la victime dos à dos. Encore une fois, les propos de Mila n'était pas contraire à la loi. En revanche, votre faux parallélisme en ayant déclenché l'action publique à l'égard des 2 protagonistes, me semble-t-il, affaiblit vos propos et votre volonté affirmée de réguler la haine, et tout cela est profondément regrettable. Merci, chers collègues. Je suis saisi de l'amendement numéro 3 du groupe socialiste. Monsieur Durand. Merci, Monsieur le Président. Il existe une large convergence de vues entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur les objectifs poursuivis par la présente proposition de loi, à l'exception de la création du délit de non-retrait en 24 heures des contenus haineux notifiés aux grandes plateformes figurant à l'article 1er. À ce stade du débat, la majorité gouvernementale comme la majorité sénatoriale maintiennent leur position adoptée en première lecture, situation qui a conduit à l'échec de la commission mixte paritaire réunie le mercredi 8 janvier dernier. Alors nous partageons les observations du rapporteur de la commission des lois à l'encontre du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture qui comporte des risques de surretrait par précaution de propos licites mais polémiques. En effet, si un doute subsiste sur la nature du contenu, les opérateurs préféreront le retirer plutôt que de risquer le paiement automatique d'une amende. Pareil dispositif reviendrait à conférer à des entreprises dominantes dans ce secteur une responsabilité exorbitante, s'apparentant à une compétence régalienne aux dépens de la liberté d'expression. Mais en supprimant à nouveau les mesures contraignantes adoptées par les députés pour les remplacer par de simples obligations de moyens, notre commission des lois parie sur le seul volontarisme des opérateurs à fort trafic, dont on sait que les principales préoccupations reposent avant tout sur des considérations économiques liées à la marchandisation croissante d'Internet. Compter sur l'action spontanée d'acteurs dominants dans les services de communication au public en ligne sous le contrôle incitatif du régulateur sera insuffisant pour favoriser l'évolution du droit en vigueur, unanimement considéré comme inadapté. Nous ne pouvons nous résoudre à l'inaction. Pour sortir de cette impasse, nous devons apporter des garanties qui permettraient de satisfaire l'ensemble des acteurs de la société civile et de l'économie du numérique en réservant à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles et de la liberté d'expression, la place qui lui revient
dans le dispositif de contrôle. C'est pourquoi nous proposons que le retrait des contenus haineux notifiés soit provisoire, dans l'attente de la validation du juge des référés, seul à même d'assurer l'analyse du contexte du retrait dans un délai raisonnable pour éviter tout risque de surcensure. En outre, afin de profiter des apports de la navette entre les deux assemblées, nous envisageons de reprendre plusieurs mesures qui nous semblent pertinentes. Nous pensons qu'il convient de maintenir de l'intégration des moteurs de recherche dans le champ d'application du dispositif en raison de la capacité de ces derniers à accentuer la viralité des contenus haineux sur Internet. La suppression de la peine de prison au profit du seul prononcé de l'amende est une solution raisonnable à conserver dans le dispositif. Enfin, les précisions apportées au caractère intentionnel du délit seront utiles afin de responsabiliser davantage les grands opérateurs. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Il arrive, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur Durin, sur l'intention, évidemment, nous nous rejoignons. Je comprends votre volonté de réaffirmer le rôle de l'autorité judiciaire pour apprécier le caractère illicite des contenus haineux. Mais, comme en première lecture, je ne dirais pas bis repetita placent, je ne suis toujours pas convaincu, la Commission ne l'est toujours pas non plus, par le mécanisme que vous nous proposez ici et qui ne me semble pas, plus que le précédent, opérationnel. Pour deux raisons, au moins essentielles, l'une et l'autre. D'abord, la saisine du juge en référé serait, d'après le mécanisme que vous proposez, systématique. Il faudrait saisir le juge après chaque retrait du contenu, même lorsque l'auteur de ce contenu litigieux ne le conteste pas, et même dans le cas d'évidence. Enfin, je n'ai pas besoin de vous rappeler les ordres de grandeur. Pour YouTube, ce sont des millions de retraits chaque mois. Cela va, je ne dirais pas immanquablement, mais pratiquement engorger nos juridictions au-delà du raisonnable. Deuxième argument, en outre, le référé obligatoire resterait uniquement à l'initiative des seuls intermédiaires techniques. La procédure que vous envisagez ne précise pas la place de cette instance, ni de l'auteur du contenu, ni de l'auteur de la notification, qui sont, eux, pourtant, qui ont les meilleurs arguments à faire valoir devant un juge. Je ne peux pas non plus vous suivre dans l'inclusion des moteurs de recherche dans le champ du délit que vous rétablissez, tout en omettant d'ailleurs de prévoir un référé dans leur cas. Le Sénat les avait exclus, jugeant leur rôle bien moins déterminant que les réseaux sociaux dans la propagation de la haine. Surtout, les caractéristiques techniques des moteurs de recherche rendent quasiment impossible de désindexer un seul propos haineux précis, un commentaire ou une image sur la page d'un média, d'un forum ou d'un site de débat participatif, sans rendre inaccessible ou invisible tout le reste et donc tous les autres contenus pourtant licites. Enfin, vous supprimez diverses améliorations de la LCEN, pourtant votées par le Sénat, message de substitution, durée de conservation des contenus illicites. Ces améliorations, elles, nous semblaient pourtant au contraire très utiles. Et enfin, vous parlez en conclusion de votre défense d'amendement de laisser, j'allais dire, au bon vouloir, à la bonne volonté des plateformes. Enfin, je vous rappelle qu'il y a un régulateur sur lequel repose notre dispositif proposé et surtout qu'il y a une amende administrative qui pèse sur 4% du chiffre d'affaires et qui n'est pas rien et qui fera, je pense, réfléchir les plateformes. Donc ne dites pas qu'on laisse place à la bonne volonté à la place de cet amendement s'il n'était pas adopté, puisque je donne un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. En vous rappelant le temps imparti que je vous demande de respecter, je vous remercie. Quel est l'avis du gouvernement ? Oui, Monsieur le Président, Monsieur Durin, je reprends à mon compte, en l'espèce, les propos du rapporteur. Il y a une impossibilité physique, au-delà de l'intention qui me paraît bonne. Je rappelle un autre ordre de grandeur, la tuerie de Christchurch, 1 500 000 retraits en 24 heures. De toute évidence, on ne peut pas transmettre 1 500 000 fois une saisine à la justice. Elle en serait complètement embolisée. Ce qui n'empêche pas que si les victimes se sentent lésées, elles ont toujours la possibilité d'aller au référé, et que par ailleurs, je rappelle que le texte prévoit une modalité d'information
des personnes dont les contenus ont été retirés et qui rappellent les modalités d'appel auxquelles elles ont accès. Donc je pense que nous avons là un bon équilibre dans la défense, entre guillemets, de ceux dont les contenus seraient retirés. Quant à la question des réseaux sociaux, effectivement, elle se heurte là aussi à une difficulté technique qui fait qu'il y a quand même des dynamiques et des fonctionnements très différents entre les réseaux sociaux, des moteurs de recherche, entre les moteurs de recherche et les réseaux sociaux qui rendent la proposition inopérante. Nous sommes donc défavorables à cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Ouzoulia, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je partage totalement le souci de nos collègues de faire rentrer dans le champ d'application de cette loi les moteurs de recherche. Ce sont en effet des dispositifs qui sont absolument pas neutres. Je vous en donne un exemple et vous pouvez le faire là, ici, dans l'hémicycle. Si vous prenez un moteur de recherche, au hasard Google, et que vous tapez Shoah, ce qui va remonter de façon privilégiée, c'est tous les sites négationnistes. Pourquoi ? Parce que vous avez un algorithme derrière qui va favoriser les contenus qui aujourd'hui provoquent le plus de flux. Donc, je vous entends, Monsieur le Ministre. Bien évidemment qu'on ne peut pas retirer la totalité de ces informations liées à ces sites. Mais en revanche, le gouvernement est en droit d'exiger que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par exemple, soit en mesure d'obtenir de Google le fonctionnement technique de son algorithme pour comprendre comment un algorithme soi-disant neutre arrive à faire remonter systématiquement ces contenus. Donc là, encore une fois, les dispositions existent. On les connaît, et notamment, vous en avez introduit un certain nombre quand nous avons discuté de la loi sur les fausses informations. Ce qu'il faut, c'est vraiment une volonté politique de pouvoir les appliquer et d'obtenir que les plateformes soient beaucoup plus transparentes d'un point de vue technique par rapport au contenu aujourd'hui qu'elles manipulent. Merci. Merci, chers collègues. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 3. 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour ? Qui est contre ? Je vais refaire un vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er ter A. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 1er ter B, je suis saisi de l'amendement 4. Madame Blondin. Merci, Monsieur le Président. L'article 1er ter B ouvre aux associations de protection de l'enfance la possibilité de notifier un contenu haineux lorsqu'elles en sont saisies par un mineur. Dans ce cadre, l'Assemblée nationale rend systématique l'information des représentants légaux du mineur. Ce choix témoigne d'une méconnaissance de la réalité du terrain et d'un manque de pragmatisme. La plupart du temps, les mineurs victimes de propos haineux sur les réseaux sociaux ne souhaitent pas informer leurs représentants légaux quand il s'agit d'aborder certains aspects de la vie touchant à leur intimité, en particulier dans un contexte de violence. Tout l'intérêt de l'article 1er ter B repose sur l'intervention d'un tiers de confiance en la personne d'une association de protection de l'enfance pour favoriser les notifications et éviter que les mineurs renoncent à signaler tout type de contenu haineux, de peur que cette information soit communiquée systématiquement à leurs parents. Loin de nous l'idée de déresponsabiliser les parents, mais nous pensons qu'il faut privilégier l'intérêt de l'enfant en laissant aux structures associatives reconnues d'utilité publique le soin de vérifier les faits, de bien en assurer la qualification et de procéder au signalement des contenus haineux. Elles savent faire.
En effet, fortes de leur expérience en la matière, elles sont reconnues tiers de confiance et ont élaboré avec les plateformes des procédures prioritaires qui assurent une réaction rapide et efficace. Il leur reviendra ensuite de poursuivre l'accompagnement du mineur en favorisant autant que possible l'échange avec les parents ou un adulte de confiance. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'article 1er ter B ouvre aux associations, comme vous le soulignez, de protection de l'enfance, la possibilité de notifier un contenu haineux lorsqu'elles en sont saisies par un mineur. L'amendement 4 que vous venez de défendre au nom du groupe socialiste vise à rétablir le texte du Sénat en première lecture. Il prévoit une exception à l'information normalement systématique des représentants légaux du mineur. Serait ainsi réservé le cas où cela est contraire à l'intérêt de l'enfant lui-même. L'information des représentants légaux du mineur ayant saisi l'association est un sujet délicat. Elle doit être la norme, bien sûr. Mais lors de leurs auditions, les associations de protection de l'enfance sur Internet se sont inquiétées de l'absence d'exception à cette information systématique. En effet, les contenus litigieux qui leur sont signalés pour en obtenir le retrait font parfois référence à la vie affective et aux pratiques ou orientations sexuelles, vraies ou supposées, des victimes mineures, qui ne souhaitent pas les voir dévoilées à leurs proches, ou pas de cette façon en tout cas. L'absence d'exception à l'obligation d'information systématique des représentants légaux risquait donc de décourager les dits mineurs de recourir à ces associations pour leur venir en aide. Les députés ont supprimé toute exception et ont rétabli en nouvelle lecture le caractère systématique de l'information des représentants légaux des mineurs. Ils ont ajouté la précision que cette information se fait, je cite, « selon des modalités adaptées à l'intérêt de l'enfant ». Tout le problème est donc aujourd'hui, durant ce débat, de savoir si cette phrase doit être interprétée comme permettant bien aux associations de différer l'information aussi longtemps que l'intérêt supérieur de l'enfant l'exigera. Je vous propose donc de demander l'avis au ministre du Gouvernement. À défaut d'obtenir des assurances suffisantes sur cette interprétation, je vous proposerai d'adopter cet amendement et de revenir à la version du Sénat. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du Gouvernement ? Oui, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, il s'agit là d'une disposition qui effectivement a fait débat à la fois en première lecture au Sénat, dont nous avons discuté au banc en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, et qui a fait l'objet, sur la réponse que je vais lire afin d'être très précis dans les termes, d'un travail commun à la fois avec les associations concernées, mais également avec évidemment le secrétariat d'État à la protection de l'enfance, pour être bien sûr que nous étions là dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est très important de maintenir pour nous le principe de l'information des représentants légaux en cas de difficulté concernant un enfant mineur, afin que ceux-ci puissent exercer leurs prérogatives tirées de l'autorité parentale et le protéger dans son quotidien. On ne peut laisser à l'enfant, fragilisé par les propos haineux qu'il a lus, la charge de décider de l'information de ses parents. Son réflexe peut être de ne pas les inquiéter ou de ne pas générer de réaction de leur part, alors qu'en réalité la réaction et l'action des représentants légaux est nécessaire. Cela ne peut pas non plus relever de l'association qui ne connaît pas les détails de la dynamique familiale du mineur. Les parents ne peuvent exercer leur mission naturelle de protection de leur enfant que s'ils sont pleinement informés de leurs agissements. Il faut noter que la proposition de loi a déjà été aménagée pour prévoir que cette information soit faite, je le cite exactement, selon des modalités adaptées à l'intérêt supérieur de l'enfant. J'ajoute que le droit commun de la protection de l'enfance répond déjà parfaitement à la nécessité de ne pas prévenir les parents en cas de danger émanant de leur action ou inaction. Je répète, le droit commun de la protection de l'enfance répond déjà parfaitement à la nécessité de ne pas prévenir les parents en cas de danger émanant de leur action ou inaction. Ainsi, dans l'hypothèse où les parents seraient eux-mêmes identifiés comme une source de danger, l'association peut alors faire une information préoccupante, un signalement, sans information des parents si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. L'objectif poursuivi par la proposition de loi ne justifie donc pas de remettre en cause l'équilibre délicat, mais satisfaisant entre la protection des intérêts de l'enfant et la responsabilisation de ses parents, qui est préservée dans la rédaction actuelle du texte. Dans ces conditions, je vous invite à retirer l'amendement, ou faute de quoi nous y serons défavorables. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur. Satisfait par la réponse du Gouvernement. Merci, même avis. Je mets aux voix l'amendement numéro 4. 2 avis défavorables au final. Qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er ter B. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 2, je suis saisi de l'amendement numéro 2. Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, vous me permettrez d'illustrer cet amendement par un fait récent. Les avocats aujourd'hui sont en lutte depuis quelque temps contre la spoliation de leur caisse de retraite voulue par votre gouvernement dans le cadre de la réforme de la loi du même nom. Et le syndicat des avocats de France, qui relayait leur lutte, a vu son site Twitter suspendu pendant une journée, sans aucun préavis, sans aucune explication. Notre collègue Laetitia Avia, dans un tweet, a déclaré, je la cite, « De quel droit le compte du syndicat des avocats de France a-t-il été suspendu? C'est un acte grave. Nous demandons des explications à Twitter France. Il est grand temps de contrôler les plateformes et leurs règles de modération. La PPL cyber-haine nous en donnera les moyens. » Alors moi, j'ai regardé dans votre texte quelles dispositions permettaient de contrôler les règles de modération des plateformes. Je ne l'ai pas trouvé. Donc peut-être qu'il y a une disposition introduite par notre collègue Avia cachée, ou alors j'ai un défaut de compréhension, mais j'aimerais que vous nous indiquiez précisément comment, par votre texte, nous pouvons demain contrôler les règles de modération des plateformes. À la demande du barreau de Paris, avec lequel j'ai rédigé cet amendement, ce que vous nous proposons ici, c'est un droit d'appel pour permettre, en effet, quand Twitter a des actes aussi autoritaires que celui-ci, de pouvoir demander au juge de maintenir le contenu et de s'exprimer sur son caractère licite ou non. Vous voyez, là, vous avez un exemple extrêmement grave des libertés que Twitter prend avec la liberté d'expression. Et comme vous avez été un peu provocateur en début de séance, là j'aimerais me demander s'il n'y a pas une certaine connivence entre le gouvernement et Twitter dans un projet de réforme des retraites dont on a compris que vous aviez quelques difficultés avec le mouvement qui est en cours. Parce que finalement, ce n'est pas absolument impossible. Quelles sont vos relations avec Twitter? Est-ce que vous avez communiqué avec eux sur le retrait de leur compte? Nous pourrions aussi vous demander des informations à ce sujet. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? La Commission tweet. Je répondais à Twitter, Monsieur le Président. Bien, l'amendement de M. Ouzoulias, donc, comme il le souligne, inspiré d'un travail en commun avec le barreau de Paris, vise donc, comme en première lecture, à réintroduire le juge dans le processus de retrait du contenu haineux. Bon, en l'espèce, en cas de contre-notification par l'auteur de contenu litigieux retiré, la plateforme devrait obligatoirement les rétablir, à charge pour le notifiant de saisir le juge des référés. Là aussi, même si je partage l'esprit de cet amendement, je ne peux y être favorable, au moins je dévoile, je ne fais pas planer le doute plus longtemps, mais je vais quand même vous expliquer un peu pourquoi, trop aimable. Le délai de 48 heures que vous laissez au juge pour statuer me semble assez illusoire, surtout si ce contentieux tend à se développer, et je pense qu'il tendra à se développer. Je vous rappelle qu'actuellement, le délai pour obtenir un blocage en référé LCEN par décision de justice du plus grand tribunal de France est de 45 jours. Donc 48 heures me semble vraiment illusoire. Je décèle en outre deux problèmes juridiques dans la procédure que vous proposez. Premièrement, concernant l'intérêt pour agir du requérant. Une notification de contenu haineux illicite à un hébergeur peut émaner de toute personne sans qu'elle n'ait à justifier être personnellement lésée par le dit contenu. Or, devant le juge, une action doit bien s'appuyer sur un intérêt lésé, sauf à permettre une sorte d'action populaire. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais une action populaire. Deuxièmement, concernant l'articulation avec le régime de responsabilité de la LCEN,
Le dispositif envisagé par votre amendement oblige la plateforme à rétablir certains contenus litigieux dans l'attente de la décision du juge. Cette décision peut prendre donc des semaines et conclure finalement au caractère illicite du contenu. Semaines pendant lesquelles le contenu restera visible, ce qui engage forcément donc la responsabilité pénale et civile de la plateforme qui ne les a pas retirés promptement. Donc, au moins pour ces deux arguments et ce que je viens de citer plus haut sur, j'allais dire, le caractère illusoire du processus, avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement? Oui, Monsieur Ouzoulias, pour répondre. Vous comprendrez d'abord que je ne réponde pas réellement à la question que vous posez à la fin, que je mettrai sur le compte effectivement d'une volonté un peu de taquiner le gouvernement. Si jamais nous adonnions à ce genre de pratique, au-delà du côté éthique, nous serions à la fois bien inefficaces, compte tenu des déversements de haine qui touchent le gouvernement, ses représentants, ainsi que les représentants de la majorité parlementaire, d'autres parlementaires également, et politiquement pas très malin, si je puis me permettre. Je vais revenir sur le sujet que vous évoquez, qui est la question, et je le fais de mémoire parce que je n'ai pas regardé les choses d'extrêmement près. Il y a eu une indignation sur, effectivement, je crois, la fermeture de ce compte Twitter, mais qui s'est avérée, peut-être qu'on peut le regretter, pas totalement injustifié au regard des conditions générales d'utilisation de Twitter, puisque apparemment c'est pour spamming que ce compte a été fermé, c'est pour avoir envoyé énormément de messages en très très peu de temps, ce qui est prohibé par les conditions générales d'utilisation de Twitter. Je peux le regretter politiquement, d'ailleurs le gouvernement n'a été accusé, il n'y est pour rien, mais je ne peux pas non plus faire totalement le reproche à Twitter de prôner une utilisation raisonnée et raisonnable. Et on sait tous le problème que pose le spamming. En l'espèce, s'agissant de votre amendement, qui donc postule, je ne l'ai plus sous les yeux, de prévoir en cas de protestation motivée de l'utilisateur du contenu notifié la suspension de la mesure de retrait et la saisine du juge, des référés qui statuent dans un délai de 48 heures. Je reprends à mon compte les arguments du rapporteur, et elle n'aurait d'ailleurs à cet égard pas de portée, elle ne porterait que sur les contenus dans le texte, puisque si elle devait porter sur les contenus plus généralement, je pense qu'elle serait probablement inconstitutionnelle, eu égard au fait qu'il est un peu compliqué, dans un espace privé, d'obliger à remettre en ligne des contenus qui sont spécifiquement mentionnés comme illégaux par les conditions générales d'utilisation. On le regrette peut-être, c'est un problème et nous en avons déjà discuté. Néanmoins, jusqu'à preuve du contraire, sur Twitter, vous êtes dans un espace privé où certaines règles s'appliquent pour éviter les dérives, mais où quand même les conditions générales d'utilisation s'appliquent également. Et d'ailleurs, à cet égard-là, les retraits de contenu que nous pouvons tous ici considérer comme abusifs, on pense évidemment à cet exemple traditionnel de l'origine du monde, n'ont rien à voir avec la loi. Elles sont liées aux conditions générales d'utilisation de Twitter, et on reste quand même dans un espace privé. Et d'ailleurs, de manière assez ironique sur l'affaire qui nous a émus dans le cadre des municipales de Paris, le retrait de la vidéo n'est pas lié à la violation de la vie privée par Twitter, parce que c'était pas si simple de trouver la vidéo sur Twitter. Elle est liée aux conditions générales d'utilisation et à l'interdiction des contenus pornographiques. Et donc c'est pour cette raison que la vidéo est retirée par Twitter, et pas parce qu'il y a atteinte à la vie privée. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, avis défavorable. Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi, je n'arrive pas à me satisfaire de ce que vous a indiqué la société Twitter, parce que par principe, je ne lui fais pas confiance. Voilà, c'est ce qui nous oppose, Monsieur le Ministre, c'est ce qui nous oppose. Je suis désolé. Alors, vous me parlez de spamming. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'envoyer un tweet à chaque député, 577. Est-ce que la société Twitter considère que le seuil du spamming est dépassé?
Nous n'en savons rien parce qu'elle considère toute seule à quel niveau se situe le seuil. Et je sais que pour certaines campagnes publicitaires, en effet, la société Twitter a refusé de diffuser les informations gouvernementales pour les mêmes raisons. Je partage tout à fait votre argumentation qui considère que c'est une société privée qui agit selon des règles de droit privé en fonction des conditions générales d'utilisation. Le problème essentiel dont nous n'arrivons pas à débattre ici avec vous, c'est que cette société est dans des conditions monopolistiques sur le marché des réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de diffuser des informations sur Internet autrement que par son entremise. Donc on voit bien que le nœud du problème est aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est créer des solutions pour que les Internets puissent aller sur d'autres réseaux plus éthiques et pour échapper à l'emprise de Twitter. Et c'est pour ça que j'ai voté la semaine dernière une loi à laquelle vous étiez opposé, c'est celle de la liberté du consommateur sur l'Internet. Je pense que c'était la bonne réponse. Celle que vous nous proposez ici est parfaitement inadaptée. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Alors, monsieur Ouzoulias, je vais le dire une fois pour toutes, on peut se refaire 50 fois le même débat, on l'a déjà eu en première lecture, on l'a eu la semaine dernière sur la PPL Prima, vous pouvez continuer à répéter qu'on ne fait rien, qu'on ne se bat pas contre les monopoles, etc., etc., etc. J'ai déjà répondu 50 fois, exposer le plan du gouvernement, ce que nous faisions, qui par ailleurs est complètement public au niveau européen et que la France était moteur, vous pouvez vous adresser à l'ensemble des pays européens sur la question de la régulation des plateformes structurantes, sur le fait que j'étais pour l'interopérabilité dans le cadre des plateformes structurantes. Donc ce que je vous propose, c'est que nous sauvegardions un peu du temps du Parlement et que nous évitions de nous refaire la même discussion à chaque discussion d'un projet de loi, puisque vous savez très bien que je vous ai répondu et que je le sais moi-même personnellement. Petit sujet, monsieur Ouzoulias. Je pense qu'en termes de monopole, il est assez discutable de dire que Twitter est monopolistique. Et je ne veux pas lancer ici le débat. Facebook est monopolistique probablement d'une certaine manière, Google est monopolistique, Amazon dans une certaine, sur certains marchés. Twitter, je pense que ça se débat. Et donc je pense qu'en l'espèce, votre propos ne s'applique pas ici. Merci, monsieur le ministre. Je mets aux voix l'amendement numéro 2, deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 2 est adopté. Même vote pour l'article 3. Il est adopté également. De même que l'article 3 bis, il est adopté. Et nous en arrivons à l'article 4 et l'amendement 5 rectifié du groupe socialiste. Madame Jasmin. Merci, Monsieur le Président. L'objectif de cet amendement est de permettre aux régulateurs le soin d'organiser les outils de coopération et de partage d'informations, les opérateurs pour mieux lutter contre les contenus haineux sur Internet. Pour rappel, en première lecture, le Sénat avait prévu que les outils de coopération et le partage d'informations mis en place par les plateformes à la demande du CSA le soient dans un format ouvert et conforme à ses recommandations. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité ne plus faire mention de la nécessité que ces outils soient conformes aux recommandations du CSA, au motif qu'une telle mention serait contradictoire avec le caractère seulement incitatif de la mission dévolue au CSA dans ce domaine. Cette modification est regrettable, car il est important de donner aux régulateurs le soin d'organiser cette coopération d'échange d'informations entre opérateurs pour lutter contre les contenus haineux sur Internet. Tel est l'objet du présent amendement qui insiste sur ce point. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission? L'avis de la commission. Madame Jasmin, vous n'aurez pas défendu cet amendement en vain. Parce que j'ai perdu mes lunettes. Et que le résultat va s'en ressentir. Eh bien, je vous rappelle donc que c'est à l'initiative de notre collègue rapporteur pour avis, M. Yves Boulou, à l'article 4, nous avons complété les missions confiées au CSA afin d'encourager le partage d'informations entre opérateurs pour lutter contre la dissémination de contenus haineux illicites. L'amendement 5 que vous venez de défendre
rétablit la version du Sénat en première lecture. Il donne compétence au CSA pour préciser par ses recommandations le format de ces informations afin d'en faciliter la circulation entre plateformes. Et donc, c'est un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, je ne serai malheureusement pas du même avis que le rapporteur, ce qui, je sais, crée de l'émoi dans l'Assemblée, une surprise et vraiment un effet de sidération qui risque de paralyser le travail de la Haute Assemblée. Malheureusement, j'ai peur de devoir poursuivre dans cette direction malheureuse. Car il nous semble imposer que les outils de coopération et de partage d'informations entre parenteurs soient conformes aux recommandations du CSA et contradictoires avec le caractère seulement incitatif de la mission dévolue au CSA dans ce domaine, et donc il ne nous semble pas souhaitable d'aller au-delà de ce caractère incitatif s'agissant des contenus concernés par cet article. Merci, monsieur le ministre. Je mets aux voix l'amendement 5 rectifié. Avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 5 rectifié est adopté. L'amendement 6 à présent. Monsieur Durin? Monsieur Montaugé, pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En nouvelle lecture, les députés ont resserré excessivement le champ d'application relatif à la transparence des algorithmes qui avait été introduit dans le texte, ici au Sénat par amendement, et jusqu'à ne plus faire mention de l'impossibilité d'opposer au CSA le secret des affaires. Moi, je pense qu'il y a une confusion entre deux choses à distinguer. D'une part, la mission du CSA et d'autre part, la communication externe que peut faire le CSA sur ses travaux. Concernant cette communication du CSA, l'alinéa 6 de l'article 4 de la présente PPL conditionne bien leur publicité au respect du secret des affaires. Ça ne fait pas de doute. En revanche, la capacité du CSA à obtenir des informations pertinentes de la part des opérateurs concernés par le dispositif de lutte contre les contenus haineux sur Internet conditionne l'exercice même de sa mission et par conséquent son utilité. Voilà, alors loin d'être une précision superfétatoire, il nous paraît indispensable que la loi attribue au CSA des prérogatives adaptées afin d'assurer son efficacité et d'asseoir sa légitimité pour qu'il puisse assurer pleinement ses fonctions de régulation des grandes plateformes et de contribuer ainsi à lutter contre la haine en ligne. Et c'est donc l'objet du présent amendement. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Votre amendement, Monsieur Montaugé, vise à exclure le secret des affaires des secrets pouvant être opposés au CSA lors de ses contrôles des algorithmes. Pour la Commission, cet amendement me semble satisfait par le droit en vigueur. On a déjà eu ce débat en première lecture, on l'a eu en commission, on l'a eu à nouveau en commission. La position est toujours la même. Premièrement, de l'article 19 de la loi Léotard sur la liberté de communication ne prévoit actuellement qu'une seule limite au pouvoir de contrôle du CSA, et je le cite, c'est le libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques. Donc, je vous demanderai un retrait, sinon avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Montaugé, j'en profite pour saluer le travail que vous avez mené sur la souveraineté à l'heure numérique. Sur cet amendement en l'espèce, je suis du même avis que le rapporteur. Il me semble satisfait. C'est pourquoi vous en demanderai le retrait, sinon le rejet, puisque vous souhaitez modifier les dispositions de la loi qui viennent compléter l'article 19 de la loi de 1986 pour préciser que le secret des affaires ne peut être opposé au CSA. Or, cet article 19 prévoit déjà que le CSA ne peut se voir opposer le secret des affaires lorsqu'il met en œuvre les pouvoirs qu'il tient de cet article. Il nous semble donc que la précision apportée dans l'amendement n'est pas utile. Merci, monsieur le ministre.
Monsieur Montaugé ne se manifestant pas pour un retrait, je mets aux voix l'amendement 6. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 4 est adopté. De même que l'article 6, il est adopté. Et à l'article 6 bis AA, je suis saisi de l'amendement numéro 7 du groupe socialiste. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Oui, l'article 6 bis AA de la présente proposition de loi, introduit au Sénat en première lecture, avait pour objet de tarir, je le rappelle, le financement des sites à caractère haineux par la limitation de la publicité susceptible d'y être diffusée. Il prévoyait que les annonceurs devaient publier en ligne et tenir à jour, au minimum mensuellement, les informations relatives aux emplacements de diffusion de leurs annonces qui leur étaient communiquées par les vendeurs d'espaces publicitaires. En cas de manquement à cette obligation, une amende administrative de 30 000 € maximum était prévue sous le contrôle des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'Assemblée nationale a considérablement limité la portée de ce dispositif à l'initiative du gouvernement en prévoyant que l'obligation de transparence ne concernerait que les sites faisant l'objet d'une décision de blocage judiciaire ou administrative. La transparence des dépenses publicitaires ne serait donc plus générale, contrairement à l'objectif de responsabiliser le secteur publicitaire et les annonceurs ou les intermédiaires du web. On peut entendre les inquiétudes des annonceurs et prendre en compte la complexité de la chaîne des acteurs de la diffusion publicitaire, comme on a entendu les inquiétudes exprimées par les grandes plateformes, mais il importe d'insister sur la nécessité de lutter contre la publicité sur des sites diffusant des discours de haine pour tarir, par ce biais, la source de leur financement, d'où cet amendement, Monsieur le Président. Merci, cher collègue Courteau. Quel est l'avis de la commission? Bien, cet amendement qui instaure des obligations de transparence à la charge de certains acteurs de la publicité en ligne, donc ce qu'on appelle en français correct « follow the money », introduit par nos collègues du groupe socialiste, rétablit finalement l'article dans la rédaction du Sénat en première lecture. Mais il introduit aussi dans le présent texte, c'est une disposition qui a fait l'objet de nombreux ajustements pendant la navette. Dans le dernier état de sa rédaction, la transparence des dépenses publicitaires ne serait plus générale, mais concernerait uniquement les sites faisant l'objet d'une décision de blocage judiciaire ou administrative. Les acteurs de la publicité en ligne seraient destinataires des listes de sites faisant l'objet d'une demande de blocage. Ils devraient alors rendre public au minimum une fois par an sur leur site internet l'existence de ces relations et les mentionner dans leur rapport annuel. Les auteurs de cet amendement souhaitent aller encore plus loin en généralisant cette transparence à tous les acteurs de la publicité en ligne. Je pense et je vous propose que nous restions au compromis que nous avons trouvé avec l'Assemblée nationale et c'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable sur cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement? Oui, Monsieur le Président, je suis du même avis que le rapporteur. Je ne reviens pas sur les explications techniques. Je précise tout de même que dans le cadre du projet de loi audiovisuel, nous avons eu une discussion hier en commission des affaires économiques avec le député Éric Bothorel, qui avait été à l'initiative de cet amendement dans le cadre de la discussion de cette proposition de loi, et que je pense qu'il y a globalement une réflexion à poursuivre sur ce sujet et que donc ce n'est pas totalement la fin de l'histoire, même si je suis défavorable à l'instant sur cet amendement. Et donc je vous invite à vous rapprocher du député Éric Bothorel pour continuer à travailler avec le gouvernement sur ces questions. Je précise que dans leur philosophie, j'y suis assez favorable. Il faut préciser un certain nombre de choses techniques, mais je pense que nous pouvons continuer à avancer sur le sujet. Merci, Monsieur le Ministre. 2 avis favorables contre cet amendement 7. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 6 bis AA. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. De même que l'article 6 bis A. Il est adopté. L'article 6 bis B également. Il est adopté. 6 bis C. Il est supprimé, donc la question ne se pose pas. L'article 7 également, chers collègues. Il est adopté, de même que l'article 9. Et voilà, il est adopté. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur le Président Malhuret. Merci, Monsieur le Président. Je ne me trompais pas en début de séance, tout à l'heure. Ma tentative était désespérée. Et notre groupe s'abstiendra donc sur ce texte. S'abstiendra et ne votera pas contre, parce que mon opinion n'est pas que ce texte sera néfaste, mais seulement inopérant. J'ai expliqué tout à l'heure que le cœur du texte initial créant le délit de non-retrait n'était en aucun cas une atteinte à la liberté d'expression, qu'il ne faut pas confondre avec la liberté de déverser des torrents de boue délictueux. Je n'y reviens donc pas. Je voudrais seulement répondre à 2 ou 3 arguments que j'ai entendus au cours du débat. D'abord, l'argument d'autorité utilisé largamanu depuis longtemps, selon lequel la version initiale du texte serait inconstitutionnelle et inconventionnelle. Le Conseil d'État, que l'on sollicite un peu trop, s'exprime de la façon suivante. Ce délit ne fait que donner une portée effective aux dispositions actuelles de la directive e-commerce et de la loi pour la confiance en l'économie numérique. Il ne soulèverait pas de difficultés au regard du droit constitutionnel et des obligations conventionnelles de la France. Il faut quand même le dire à un moment ou à un autre. De la même façon, quand on parle d'une non-conformité au droit européen, je rappelle que la loi allemande, qui prévoit le même délit et qui va beaucoup plus loin que la loi française et a fait l'objet des mêmes critiques, n'a fait l'objet d'aucune censure des instances européennes. Ma deuxième remarque, qui rejoint celle de M. Ouzoulias tout à l'heure, consiste à m'étonner de l'exclusion des moteurs de recherche du dispositif. Les plateformes publient des contenus haineux, les moteurs dirigent vers ces contenus. De sanctionner que les premiers, c'est un peu comme vouloir punir des producteurs de drogue sans que les dealers ne soient inquiétés. C'est tout l'écosystème qui est concerné. Je voudrais enfin terminer sur une réflexion qui nous rassemblera peut-être tous. J'entends les critiques qui expliquent que l'efficacité du texte initial est sujette à caution. L'avenir nous le dira. De la même façon, je maintiens ma conviction que le texte du Sénat ne sera pas opérant. Mais je pense que nous pouvons nous accorder sur la certitude que le combat contre la dégradation de plus en plus inquiétante de ce magnifique outil que pourrait être l'Internet sera long, difficile et incertain, et nécessitera beaucoup d'autres propositions et beaucoup d'autres séances telles que celle-ci. Est-ce que nous arriverons un jour à faire cesser les 2 menaces fondamentales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, la diffusion généralisée de la haine et la déstabilisation inquiétante de notre démocratie? La réponse précise, nette et définitive à cette question est « Dieu seul le sait ». Mais ceci ne doit pas nous empêcher de tenter ensemble de progresser. Merci, chers collègues. Madame la présidente Morin-Desailly. Oui, je voulais dire à Monsieur le ministre que nous partageons un certain nombre de préoccupations. Je l'ai redit tout à l'heure dans mon propos liminaire. C'est la raison pour laquelle je regrette, à titre personnel, que les assises de la régulation qui avaient été annoncées par votre prédécesseur Mounir Mahjoubi et qui devaient associer un certain nombre de parlementaires plutôt aguerris sur ces questions, qui travaillent de longue date, qui ont produit des rapports. Ces assises auraient permis, si elles avaient été effectives, parce que nous avons été informés, mais après on n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc visiblement ces assises se sont peut-être tenues en catimini ou ne se sont pas tenues du tout. Eh bien elles auraient permis peut-être qu'on se parle entre collègues députés, collègues sénateurs, avec les membres du gouvernement, sur des sujets vraiment que nous partageons tous. Il a manqué une étape de travail partagée, au lieu de quoi on a assisté à une série de propositions de loi qui sont arrivées au gré des événements, une législation que notre président du Sénat qualifierait d'ailleurs de pulsionnelle et qui finalement n'a rien de bon. Parce que ce qu'observent certains gouvernements étrangers, j'ai cité l'ambassade du Canada où je me trouvais hier, c'est que finalement nous avons une vision assez étatique des choses sur des sujets où il faudrait rassembler aussi citoyens, journalistes, travailler à
un ensemble de propositions que nous partagerions ensemble. Au lieu de quoi, on tente à légiférer immédiatement, de manière puzzle, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt que de s'attacher à réfléchir de manière stratégique à des textes significatifs. On avait le véhicule loi audiovisuelle d'ici quelques semaines. Voilà, c'est en cours à l'Assemblée nationale. Il aurait été le véhicule idéal d'ailleurs pour porter toutes ces questions du rôle confié aux autorités de régulation, CSA, ARCEP. On aurait pu d'ailleurs approfondir et rendre cohérent le sujet et le dispositif. Donc c'est un message positif que je voulais vous donner, Monsieur le Ministre, de travailler davantage ensemble à la préparation de ces sujets, tant au niveau national qu'européen. On peut constituer une task force aussi pour le niveau européen. On en a tous besoin parce que l'enjeu, en réalité, il reste devant nous. L'Internet était un bel outil, cher collègue Claude Malhuret, mais cet outil, on le sait, c'est devenu un terrain d'affrontement mondial, l'Internet, qui a été préempté par des forces dont on dépend aujourd'hui et auxquelles il faut accorder la plus grande des attentions et s'attacher à se dire comment on fait évoluer ce monde, comment on construit aussi un modèle de l'Internet durable et acceptable. Aujourd'hui, c'est tout sauf un modèle vertueux qui suscite un certain nombre de problèmes à saisir à bras le corps. Donc, bien entendu, pour conclure, notre groupe votera cette version sénatoriale de la proposition de loi conforme à ses exigences aussi en matière de respect des libertés publiques. Merci, cher collègue. Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Bien évidemment, pas un seul instant, nous doutons que l'Assemblée nationale reviendra à sa propre version. Et nous doutons pas non plus que cette version de l'Assemblée nationale sera absolument inopérante, puisque son caractère est quand même imprécatoire, et que vous n'avez pas voulu écouter un certain nombre de dispositions que nous vous proposions ici au Sénat pour la rendre plus opérante. Moi, j'aurais aimé que nous fissions ici une analyse critique du bilan de la loi sur les fausses informations, pour laquelle, souvenez-vous, le Sénat avait par 2 fois, à la quasi-unanimité, rejeté le texte en vous disant qu'il était absolument inopérant. Et la pratique nous a prouvé que nous étions dans le vrai. Sur le texte lui-même, je salue le travail du rapporteur, et notamment à plusieurs reprises, il a montré que certaines de nos propositions étaient déjà satisfaites parce que, ça a été montré de façon très juste, CSA et ARCEP un petit peu moins, avaient des moyens de contrôle. Le problème aujourd'hui, c'est que ces moyens de contrôle sont largement sous-utilisés par ces 2 agences de contrôle, CSA et ARCEP, pour 2 raisons. D'abord, un manque de moyens criant qui ne leur permet pas de pouvoir faire réellement leur mission. Et deuxièmement, parce que face à elles, vous avez des GAFAM qui refusent systématiquement l'application de la loi et qui refusent de leur transmettre un certain nombre de données. Je pense par exemple au principe de fonctionnement des algorithmes dont pourtant le CSA devrait pouvoir exiger. Donc je pense que, et on va se retrouver au moment de la discussion budgétaire. Je crois qu'aujourd'hui, l'élément fondamental pour pouvoir opposer le droit aux plateformes, c'est de faire respecter le droit. Et ce droit n'est pas respecté par manque de moyens. Donc nous attendons de vous et du gouvernement le renforcement des moyens en personnel, et je crois que vous travaillez là-dessus, notamment sur leurs compétences, mais surtout sur leurs moyens financiers pour qu'aujourd'hui les agences de régulation puissent jouer pleinement leur rôle. Merci. Dans l'attente, nous voterons contre son texte parce que nous pensons qu'une nouvelle fois, il ne résout pas le problème. Merci, chers collègues. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est adoptée.
Voilà pour cette séance que vous avez pu suivre sur notre antenne. N'hésitez pas à lire les articles de notre rédaction sur le site de Public Sénat, publicsénat.fr. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.